m'appelle Jean-Jacques Cloquet, j'ai 62 ans et j'ai une carrière un peu atypique vu que mon premier parcours professionnel était joueur de football semi-professionnel à l'âge de 17 ans. J'ai fait des études d'ingénieur polytechnique, puis j'ai travaillé 20 ans chez Solvay, puis j'ai travaillé 10 ans à l'aéroport de Charleroi, 3 ans à Péry-les-Uns et aujourd'hui je suis indépendant pour assister des conseils d'administration, des actionnaires ou des CEO dans les entreprises. Alors, mon expérience professionnelle, qui est composée à la fois d'expériences positives et négatives, et c'est ça qui est important, c'est justement, on apprend, et c'est pour ça que j'ai fait un livre qui s'appelle « Grandir et faire grandir ». Elle se base tout d'abord sur le principe numéro 1, que j'ai appris d'ailleurs par le sport, où finalement dans l'équipe il y avait des gens qui ne savaient pas lire et écrire et moi je faisais des études d'ingénieur, c'est que tout le monde a une valeur ajoutée dans l'entreprise et que donc tout le monde peut apporter une amélioration dans le fonctionnement d'une entreprise ou d'une organisation. Que ce soit la personne qui fait un grand effort pour nettoyer les vestiaires ou que ce soit le manager qui gère l'entreprise. Et en tant que manager, ma première préoccupation a été de m'entourer de gens, ce que j'appelle toujours la Dream Team, c'est des gens de très grandes compétences autour de moi. Dans mes équipes, des gens qui dans des domaines, par exemple le digital, étaient nettement plus forts que moi. C'est ce que j'appelle un petit peu un chef d'orchestre. C'est le rôle qu'on joue, c'est qu'un chef d'orchestre, ce n'est pas un premier violon. C'est quelqu'un qui anime une équipe et qui s'arrange pour que justement tout fonctionne le mieux possible et les interactions entre les différents artistes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour moi qui est fondamentale, c'est quand on a une équipe, on n'a pas nécessairement toutes les ressources et on essaye de voir un petit peu là où il nous manque certaines expertises et donc c'est d'aller chercher des expertises à l'extérieur. Je l'ai appris d'ailleurs par l'aviation quand je gérais l'aéroport de Charleroi. C'est clair que je n'avais au départ aucune expérience dans l'aviation. Eh bien, je suis allé rencontrer des patrons de grandes compagnies aériennes qui ont été surpris de voir Jean-Jacques Cloquet, patron d'un petit aéroport régional, venir les trouver, mais en disant simplement, écoutez, expliquez-moi un petit peu comment vous voyez l'avenir de l'aviation, mon positionnement par rapport à mon aéroport et ainsi de suite. J'ai eu cette chance que les gens ont pris le temps de m'expliquer leur vision et ça m'a permis de reprendre leurs idées et de dire qu'est-ce qui est adaptable à un aéroport régional comme celui de Charleroi. Alors ces expertises, on peut les avoir dans l'aviation, on peut peut-être avoir besoin certainement de conseils juridiques spécialisés, de finances spécialisées. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de sociétés qui travaillent dans ces domaines. Et une fois qu'on a ces deux parties vraiment bien modelées, la troisième pour moi est la plus importante. Elle est composée de deux axes qui sont d'une part se soucier, prendre le temps de se dire mon activité, comment va-t-elle évoluer dans le temps et qu'est-ce que je dois faire pour que mon activité soit toujours à la hauteur, soit toujours pérenne, soit toujours rentable et soit toujours présente. Et donc, on sait par exemple qu'en 2030, il y a X métiers qui n'existeront plus, qui devront être remplacés. Eh bien, les gens doivent se poser, un bon manager doit se poser la question comment je dois préparer mon entreprise, mes équipes, pour justement être, je dirais, prêt à cette époque, à ce moment-là. Et la deuxième, c'est le terme que j'ai inventé, qui est le ROC. Le ROC, c'est le parallélisme entre le ROI. ROI, Return on Investment, c'est normal. Dans les entreprises, dans la plupart des entreprises, ou dans tous les investissements, les gens, s'ils font un investissement, c'est évidemment pour avoir un retour sur leur investissement. Quand on construit une usine et on achète des machines, c'est clair. Parallèlement à ça, j'ai créé ce qu'on appelle le ROC, Return on Consideration. Qu'est-ce que c'est Return on Consideration? C'est prendre du temps pour considérer son personnel, considérer ses collaborateurs. Et c'est tout un cheminement, ça n'arrive pas par hasard. Ce temps, c'est du temps que vous ne passez peut-être pas à votre bureau ou autre, mais je vais l'expliquer, il y a un retour sur justement cette considération. Alors, ça ne se fait pas par hasard, je crois qu'il faut créer au départ un climat de confiance. Un climat de confiance avec ses collaborateurs. C'est
finalement, tout simplement, aller sur le terrain, aller à la rencontre de ces gens, là où ils sont sur le lieu de travail, dans leur milieu de pénibilité, et d'avoir des échanges vraiment naturels, sincères, et de faire comprendre que vous êtes ouvert à la critique constructive. Ça veut tout simplement dire que quand vous passez, je l'ai vécu à l'aéroport, vous passez sur le terrain, ben, c'est clair que quelqu'un qui pendant 8 heures charge les bagages, ben, il s'y connaît nettement mieux que vous qui êtes patron d'entreprise et qui passez de temps en temps. Et donc, c'est de pouvoir discuter avec eux, de parler des projets et d'accepter qu'un de vos collaborateurs, quel que soit son niveau, puisse vous dire « Je pense que vous faites fausse route, il faudrait peut-être réadapter le projet de telle manière ». Et quand vous arrivez à créer, vous dites simplement « Ok, on va écouter ce que tu nous dis, on va l'analyser », et puis que vous revenez en disant « Mais finalement, en effet, on va adapter le projet parce que ton analyse est pertinente », eh bien, vous récupérez la confiance et vous avez des idées qui viennent de partout. Ça nous a permis, à l'aéroport, d'avoir des projets qui étaient uniques au monde, mais qui étaient amenés par des gens qui étaient des bagagistes, qui avaient leur diplôme de primaire, pas beaucoup plus. Nous n'aurions pas pu le faire. Et ça, ce sont des projets merveilleux qui mettaient évidemment en image l'aéroport. Et donc, quand vous avez créé ce climat de critique constructive, on en arrive à avoir justement ces idées de projet, mais vous devez vous soucier aussi du bien-être de votre personnel. Qu'est-ce que c'est le bien-être ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, des grandes études universitaires, Harvard et autres le montrent, ce n'est pas la rémunération. La rémunération, le salaire, évidemment, c'est important d'être payé. Je crois que la première priorité, c'est que les gens soient payés pour les fonctions qu'ils font. Par contre, ça n'arrive pas en première position. La première position, c'est la motivation, le sens du travail, l'autonomie, enfin plein de règles, le respect. Et donc, sur base de ça, on doit travailler avec une écoute, savoir écouter finalement son personnel, je l'ai déjà expliqué, donner confiance, le droit à l'erreur. Quand on dit le droit à l'erreur, c'est aussi un manager doit ne pas avoir peur de dire « je me suis trompé ». Et je pense que c'est une sincérité. On a tous, de toute façon, les managers sont évidemment engagés pour prendre aussi un certain nombre de risques, des risques mesurés, quels qu'ils soient. Mais voilà, tout ne fonctionne pas toujours et on peut dire, ben oui, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que le projet marche, mais il s'avère que ça n'a pas marché. Et voilà pourquoi ça n'a pas marché. Et donc, action corrective et ainsi de suite. C'est fondamental. Et je crois que, bon, ça c'est une chose. Dans le bien-être, qu'est-ce qu'on entend aussi par le bien-être ? Ben, c'est finalement, outre écouter son personnel, c'est d'avoir finalement d'écouter leurs préoccupations, quelles sont leurs motivations dans le travail, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement. Ça peut être tout simplement aussi à certains moments dans l'entreprise, certaines facilités. On a développé bien sûr le télétravail, on a développé la nuitée, on a développé la flexibilité, mais tout ça dans des rapports où on le discute au préalable avec les partenaires sociaux. On ne vient pas en disant ben oui, pendant un certain temps vous travaillez 20 heures et 60 heures en autre temps. Non, pas du tout. On se met à table et si je parle des partenaires sociaux, parce qu'évidemment c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant 40 ans, il est fondamental et malheureusement les crises que nous vivons aujourd'hui dans la grande distribution et dans d'autres secteurs, c'est qu'on attend le dernier moment, un conseil d'entreprise exceptionnel, pour parler des sujets délicats, difficiles. Non, je crois qu'on sait très bien, ou alors on ne gère pas bien son entreprise, que certains changements vont arriver dans 1 an, dans 2 ans, et bien c'est à ce moment-là qu'on se met autour de la table. Et quand rien n'est, en tout cas, tout va bien, tout va normalement, c'est d'expliquer les projets futurs. Et on sait très bien que la première réunion, il y en a qui diront, moi on veut aller vers le blanc, et d'autres vers le noir, et certains vers le gris. Et puis on commence à travailler ensemble sur les projets. On prend le temps de discuter, on prend le temps de se voir, et avec le temps, on en arrive à une situation qui est peut-être gris clair ou gris foncé, mais finalement sans problème. C'est une des raisons pour lesquelles pendant 10 ans, je n'ai pas eu de grève à l'aéroport du Charleroi. C'est tout, c'est prendre le temps. Ça prend du temps. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut évidemment faire valider ça par son conseil d'administration. C'est fondamental. Donc, le point de départ, évidemment, c'est que le conseil d'administration soit d'accord sur votre manière de fonctionner et puis de traduire ça avec vos collaborateurs.
Et comment convaincre finalement le conseil d'administration? Mais avec des indicateurs, parce que ce n'est pas le monde des bisounours, ce n'est pas le manager qui aime tout le monde, qui est gentil. Oui, j'avais une mentalité très sociale, c'est dans mon ADN, mais les résultats étaient là, c'est-à-dire que pendant 10 ans, comme je le dis, on n'a pas eu une grève, on avait un absentéisme qui était inférieur à 3%. Quand ça touche 1000 personnes et que dans la logistique on est plutôt à 11%, ça veut dire qu'il y a 80 personnes dans votre entreprise qui travaillent, que dans d'autres elles ne travaillent pas. Ça fait beaucoup d'argent, enfin, il faut reformer, remplacer les gens. C'est le sentiment d'appartenance. Les gens étaient fiers de travailler pour leur entreprise, tout simplement parce que, à l'occasion d'interviews ou quoi que ce soit, on met en évidence son personnel. On ne pas dit « j'ai fait, j'ai réalisé ceci », mais « nous avons fait ensemble ». Le « nous » est fondamental. C'est d'associer ses collaborateurs au succès de l'entreprise. C'est fondamental. Et ça, ils le reconnaissent évidemment. C'est que quand ils vont dans les magasins, quand ils vont faire des courses et qu'on dit « vous travaillez où ?»« Ah, je travaille à l'aéroport » et ils sont fiers de le dire. Et ça, c'était important. C'est aussi le fait qu'on avait un taux de rotation très faible. Les gens ne quittaient pas. Voilà. Alors, on peut dire, oui, mais ils étaient trop bien. Non, ils se sentaient bien dans leur entreprise, malgré des pénibilités, parce que ce n'est pas toujours facile quand vous travaillez notamment sur une piste d'aéroport qui fait 35 degrés avec le béton, on monte plutôt à 45 ressentis, et en hiver, c'est l'inverse. On peut travailler dans des températures très froides, dans des conditions qui étaient difficiles, mais fiers de pouvoir réaliser en tout cas le travail, tout en étant aussi conscient qu'il faut trouver des solutions. On avait développé ce qu'on appelle une CCT 90, où les gens avaient droit sur des indicateurs bien précis, pour tout le monde, la même chose, avaient droit à une prime à la fin de l'année, parce qu'on avait atteint un absentéisme, on avait atteint un EBITDA, donc un résultat d'entreprise qui était défini dans le budget. Et voilà, tout ça, c'était fondamental de pouvoir récompenser tout le monde, et que c'était aussi de convaincre son conseil en disant « mais ne vous inquiétez pas, on va leur donner X% de ce qu'on fera mieux du budget ». Alors on dit « mais non, vous allez voir, ils vont être motivés, ça veut dire que si c'est 20%, ben les 80% c'est quand même pour les actionnaires ». Et à la fin, on faisait les comptes. Et donc, finalement, la personne qui s'est investie, quel que soit son niveau, et qui se rend compte que dans des conditions difficiles, elle a travaillé, mais qu'il y a une récompense, un travail reconnu, n'est pas dans un état d'esprit de dire « mais oui, finalement, qu'on travaille bien, pas bien, de toute façon, ça ne rapporte rien ». Et voilà, ça c'est fondamental. Ce qui est très fondamental aussi, que j'avais développé dans l'entreprise, c'était la communication. Parce que un des freins à ce que j'appelle le ROC, c'est que quelque part, bon, tout le monde n'a peut-être pas dans cet état d'esprit de dire « ben voilà, il faut faire remonter les idées » et ainsi de suite. Et donc j'avais développé deux choses. Tout d'abord la communication pour être sûr que tout le monde entende le même message. Et donc comme on le fait aujourd'hui, ben, une fois par mois, on faisait une petite vidéo de 4-5 minutes. J'étais un peu un genre de présentateur de JT, en toute modestie, parce que je ne suis pas un François de Brigorde, mais voilà. Et qu'est-ce qu'on faisait? On présentait différents sujets. On pouvait présenter une équipe, on pouvait présenter un client, on pouvait présenter un projet, et je pouvais aussi informer les gens de décisions importantes, de manière à ce que tout le monde entende la même chose. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone ou autre chose, et peut très bien une tablette et aller voir. Et donc on envoyait ça chaque mois. Ça, c'était la première chose que l'on faisait et qui était pour moi fondamentale au niveau de la deuxième chose, c'était à mes managers, hein, bon voilà, on pourrait dire à mes lieutenants, on était une trentaine, c'était de leur dire, voilà, dans vos objectifs, eh bien, une partie de vos objectifs, et on sait que c'est important, hein, quand on réalise ces objectifs, on a des bonus, donc on a, eh bien, une partie de vos objectifs sera, 30% de vos objectifs, correspondra à trouver, à ramener des idées du terrain. Donc ça les oblige finalement à aller à la rencontre de leur personnel et à prendre cette discussion et à créer finalement cet esprit où chacun a des idées innovatrices.